Bonjour, alors on se retrouve avec notre premier invité, Luc Smessard, vice-président de la FNSEA. Merci d'être avec nous, monsieur Smessard, bonjour. Bonjour. Je tenais à vous avoir à l'antenne de Sud Radio pour parler d'abord de ce qui s'est passé hier à Beauvais, une manifestation pour soutenir l'éleveur Vincent Verschuere, qui a été condamné quand même à 106 000 € de dommages et intérêts confirmés par la Cour de cassation parce qu'il avait été attaqué par son voisinage pour des nuisances sonores et olfactives que génère son extension qu'il avait construite pour son exploitation d'élevage. Comment on en arrive là ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les agriculteurs deviennent des ennemis publics? C'est juste incroyable quand une minorité qui habite dans nos campagnes n'accepte plus le bruit des vaches, les odeurs. C'est 13 ans de procédure d'une petite minorité, mais la minorité aujourd'hui a gagné puisque, comme vous l'avez dit, il est condamné en cassation. Il a été débouté, donc il devra payer 106 000 €. Finalement, il n'est chercher que de l'argent. D'ailleurs, la majorité des 6 plaignants ont déménagé aujourd'hui. Et ça, c'est pas entendable. En plus de ça, on demande aujourd'hui à Vincent de faire des travaux de mise aux normes avec des murs anti-bruit. Voilà, on est à la campagne, c'est normal qu'une vache fasse un peu de bruit. Il y avait quand même beaucoup d'élus qui étaient en soutien avec l'agriculteur et avec Vincent hier, le maire de Beauvais, bien sûr, la présidente du département, il y avait le président de région, Xavier Bertrand, qui a même prêté 40 000 € à l'éleveur, donné, puisqu'il ne devra pas les rembourser. Il y a quand même une coalition pour dire que ça ne va pas. Est-ce qu'il y a des recours pour Vincent, ou est-ce que c'est plié, il devra payer ses 106 000 € de toute façon? Alors, à la cour d'appel d'Amiens, le juge avait dit, c'est pas grave, Vincent Verschuere se retournera contre l'État. C'est encore 5 ans de procédure, parce que forcément, il a eu toutes les autorisations, permis de construire. Mais comme vous l'avez dit, il y a une grande solidarité au-delà du département, de la région. C'est toute la France, voire même une partie de l'Europe qui se soude et qui veulent accompagner pour dire plus jamais ça. On est tous des Vincent potentiels et on a eu le pied à terre quand il y a eu le retour de la cassation. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que Vincent vive tranquille, et donc on a mis en place une cagnotte avec l'ensemble du monde agricole, mais aussi toute la ruralité qui se dit il faut que nos campagnes, pour qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient vivantes, dynamiques, et que ça fait partie de nos campagnes. Et comme l'avait dit le garde des Sceaux au Salon de l'Agriculture, la campagne, on l'aime comme elle est, sinon on repart en ville. Clairement. Mais c'est quand même quelque chose d'assez terrible, parce que agriculteur, c'est pas un métier facile. On a eu les chiffres des nombreux suicides, des exploitations qui sont en faillite. C'est un métier de passion qui demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Pourquoi on en arrive à ce moment-là où il y a ces affaires incroyables d'agriculteurs attaqués dans leur milieu de vie par des riverains qui ne comprennent rien au monde agricole? Parce qu'il y a certains qui viennent à la campagne pour avoir le calme, le silence. Ils ont oublié que la campagne, si elle est belle, c'est parce qu'elle est cultivée. À l'approche des fêtes, si on va manger de très beaux produits à Noël, c'est aussi parce que justement, on a l'excellence française, la gastronomie française. Mais pour ça, il faut des bâtiments, il faut des animaux pour produire le lait, pour produire la bonne viande. Et donc, je pense qu'il y a surtout, c'est qu'il y a eu un éloignement de la population avec le monde agricole. On doit y travailler, nous les premiers, pour justement accueillir dans nos campagnes, travailler le vivre ensemble, et puis arriver à ce que justement la campagne, elle est belle, parce que justement il y a le bruit, il y a le moment des moissons. C'est vrai que c'est la période des vacances, mais il y a de la poussière. Au moment des ensilages, des fois il y a un peu de route sur la terre, mais par contre on est bien content quand il neige de trouver un agriculteur pour donner un coup de main. Finalement, c'est recréer ce lien, cette solidarité. Et je crois que ça fait partie notamment de la loi d'orientation qui a été annoncée la semaine dernière par le ministre de l'Agriculture. C'est refaire du lien, et notamment avec les écoles primaires, pour que l'ensemble des enfants puissent au moins dans leur vie visiter une ferme, pour voir que le lait, il vient pas d'une brique de lait, il vient derrière, il y a des hommes, des femmes, comme vous l'avez dit, qui sont avec cette notion de bien-être animal. C'est des gens qui sont plutôt passionnés, et on a la chance aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui veulent se faire ce métier qui a du sens. Et donc, encourageons
plutôt que d'allons stopper des envies d'entreprendre. Vous êtes plutôt optimiste. Vous pensez que le monde agricole voit une jeunesse arriver, se réintéresser à l'exploitation? Parce que ces dernières années, c'était plutôt la déprime, la fermeture de nombreuses exploitations, j'en parlais, les faillites, les difficultés aussi réglementaires, on y reviendra. Vous êtes plutôt optimiste sur l'agriculture française? En tout cas, on doit relever finalement ce challenge. Moi, je suis assez confiant, c'est qu'on voit aujourd'hui avec le Covid, avec ce qui s'est passé en Ukraine notamment, des gens qui veulent retrouver des métiers qui ont du sens et se lever le matin pour nourrir les gens. Finalement, c'est vraiment quoi de plus beau métier. Alors par contre, il va falloir que ce soit un métier qui soit rentable, un métier qui soit vivable. On passe aujourd'hui plutôt 55-60 heures par semaine. La jeune génération, elle veut vivre un peu comme tout le monde, pouvoir prendre quelques jours de congé. Ah oui. Et donc, il faut absolument y travailler. Ouais, et là, il y a des pistes pour justement moderniser le métier ou trouver des moyens d'attirer une jeunesse qui voudrait préserver quand même une certaine qualité de vie et pas passer toute sa vie à travailler comme ça a été le cas pour de nombreux agriculteurs dans le passé. Exactement. Aujourd'hui, c'est grâce à l'innovation, grâce à la modernité. Je suis sur une exploitation de vaches laitières. Vous les voyez peut-être derrière pour ceux qui sont connectés. Les vaches laitières sont traites par des robots de traite. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins, mais c'est la pénibilité en moins. La même chose au niveau des tracteurs, au niveau des champs. On travaille avec des drones, on travaille avec des GPS. Finalement, il y a énormément de jeunes qui sont séduits par Farming Simulator, qui est un jeu voilà, pour tester l'agriculture. Nous, ce qu'on invite aujourd'hui, c'est justement à tous ces jeunes à venir dans nos fermes et puis de travailler à ce que demain, on puisse trouver des passerelles entre l'ensemble des métiers de l'agriculture et celui d'agriculteur. Vous parlez de passerelle, justement. Comment ça se passe avec le monde de la militance écologique? Est-ce qu'aujourd'hui la FNSEA dialogue avec les écolos pour faire comprendre qu'il y a des moyens de préserver la nature et d'avoir des exploitations agricoles et de ne pas faire de l'agriculteur un ennemi du vivant, de la biodiversité ou quelqu'un qui maltraiterait les animaux? Vous avez raison, il y a besoin justement d'expliquer davantage tout ce qu'on a pu faire. Et finalement, c'était aussi le message d'un mois d'action partout en France, quand on disait on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces transitions, notamment les transitions écologiques, agroécologiques, tout le travail qui est à faire sur la biodiversité, on l'a déjà fait en partie, mais on doit accompagner les agriculteurs justement à ce que demain, dans nos pratiques, on fasse toujours mieux. Et je pense qu'on fait déjà pas mal. Il n'y a pas grand monde qui sait qu'aujourd'hui, ce sont les agriculteurs qui entretiennent le plus grand réseau de haies en France. Sur la ferme, à moi tout seul, on entretient 22 km de haies. Donc derrière, c'est de la biodiversité, c'est de l'environnement. Il y a des grosses pratiques qui ont vraiment évolué aussi pour le stockage du carbone. Et donc finalement, c'est comment on fait pour refroidir la planète. Donc il y a besoin d'un dialogue. Alors avec les écolos, bien sûr, mais surtout avec l'ensemble de la société, pour qu'on soit plutôt fiers de nos agriculteurs plutôt que de montrer du doigt. Il y a des éléments sur lesquels il faut qu'on dialogue, sur les produits phytosanitaires, par exemple, sur lesquels, si on applique un produit aujourd'hui parce que notre blé est malade ou parce que notre vache a la grippe, bah, c'est justement pour la soigner. Et on fait ça comme la pharmacie, finalement. Et donc, il n'y aurait pas d'un côté les méchants agriculteurs et puis les gentils pharmaciens. Je pense qu'on est aujourd'hui des gens qui sont formés, responsables et qu'on n'a qu'un seul intérêt, c'est le bien-être animal et surtout le bien-être et la vie du sol. Parce que sans la durabilité de notre sol, bah, on sera plus là demain. Donc, on n'a qu'un intérêt, c'est justement de vivre avec les chauves-souris, les coccinelles, les hirondelles. Par contre, je pense qu'on a un problème, c'est qu'on est plutôt des silencieux. On dit souvent qu'on est des taiseux et des faiseux plutôt que des diseux. Mais je pense que vous avez compris, c'est-à-dire qu'on a besoin certainement de communiquer davantage. Il y a des dynamiques qui sont en place avec Agri Demain, avec tout un réseau qui s'appelle France Agri-Tutos pour justement expliquer davantage aux jeunes comment a évolué nos fermes
Et en tout cas, il y aurait pas d'un côté les mauvais agriculteurs et puis les gentils écolos. Mais justement, vous dites que vous êtes plutôt silencieux. Ces derniers temps, on peut pas dire que les agriculteurs ont été très silencieux. Il y a eu les panneaux retournés pour cette opération On marche sur la tête, pour justement expliquer un peu ce qu'était un village de la ruralité, comment ça fonctionnait. Les nombreuses manifestations d'agriculteurs partout sur le territoire, mais aussi en Allemagne, ailleurs en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces manifestations? Qu'est-ce qui aujourd'hui mobilise le monde agricole? Alors, finalement, ça a interpellé beaucoup de monde de retourner simplement les panneaux d'entrée de nos villages. Il y en a quasiment la moitié qui ont été retournés en France, la moitié dans mon département. Et finalement, on a eu beaucoup de soutien des maires en disant oui, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une réglementation franco-française qui est vraiment très forte. Des fois même incompréhensible. Tout à l'heure, je parlais des haies. On a 14 réglementations aujourd'hui pour réglementer la haie en France. Finalement, du coup, ça crée la peur dans la haie et que finalement, du coup, on a peur, nous les premiers, de planter un mètre de haie. Et donc, il faut absolument s'en sortir. Et puis, à l'inverse, on importe de plus en plus en France. On parle de souveraineté alimentaire, mais on est plutôt dans la souveraineté importée. Et là, on ne regarde pas la façon dont ça a été produit au Brésil, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. On est à quelques jours où l'Europe serait prête de signer l'accord avec le Mercosur, c'est avec le Brésil et les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. Il y a 2 ans, on se rappelle tous que le président Macron avait dit la main sur le cœur, non, on signera jamais cet accord parce que derrière, c'est la déforestation de la forêt amazonienne. Vous voyez un peu qu'on a besoin de cohérence politique, de nous accompagner justement, et c'est ça que quand on retourne ces panneaux, les agriculteurs ont voulu montrer tout simplement qu'on est prêt à faire des choses, mais on a besoin de visibilité, de durabilité sur ces éléments-là, et c'est pour ça qu'on en appelle plutôt à un vrai pacte avec la société pour qu'on retrouve finalement la fierté, le sens de notre métier. Et puis il y a quand même des sujets, par exemple sur la prédation, qui sont quand même prégnants quand on protège davantage le loup que les producteurs ovins dans la montagne. Je peux vous dire que ça perturbe quand même. Quand on voit le monde viticole aujourd'hui qui commence malheureusement à rentrer en crise, c'est vrai sur Bordeaux, mais c'est vrai aussi dans le sud de la France. Tout ça parce qu'on est aussi aujourd'hui en train d'importer du vin, alors qu'en France, on sait le produire avec beaucoup plus de traçabilité et de durabilité. Et cette inflation normative, elle vient pas seulement, j'imagine, de l'État français. Il y a sans doute la Commission européenne qui est pour quelque chose, non? Qu'en est-il de la politique agricole commune aujourd'hui? Alors c'est compliqué, on s'aperçoit encore, c'est que souvent on a des distorsions entre ce qu'on nous impose en France et la règle européenne. On veut toujours faire plus blanc que blanc, et ça à un moment donné c'est pas possible, parce que sinon c'est un problème de compétitivité. C'est pour ça que par exemple en vin aujourd'hui, les Espagnols ou les Italiens seraient des fois un peu plus compétitifs, ne serait-ce que par rapport au coût de la main-d'œuvre, mais pas que. Des produits interdits dans certains pays, notamment en France, ne sont toujours pas interdits dans d'autres pays européens. Donc ça, c'est pas entendable. Et puis, par exemple, quand l'Europe nous impose pour 2024 de mettre en place 4% de non-production sur nos terres, vous savez, si on demande à une usine aujourd'hui de faire 4% de moins, c'est forcément de la rentabilité en moins. Notre tracteur qui laboure ou qui travaille 60 hectares ou qui en laboure 64, pourquoi cette demande de toujours diminuer? Enfin, on a vu une cible posée sur les vaches qui serait un danger pour le réchauffement climatique. Maintenant, c'est diminuer la production. Pourquoi cette volonté de contraindre et d'empêcher la production de la part de l'Europe? Alors, c'est une vision des fois idéologique en disant finalement, on peut importer de d'autres grandes régions mondiales ces produits. On voit bien que c'est une erreur, puisque quand il y a eu le Covid ou quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, on a vite vu que rapidement on pouvait manquer parce que finalement l'huile de colza on la produisait majoritairement ou l'huile de tournesol on la produisait en Ukraine, et on peut citer d'énormes exemples comme ça. On sera jamais compétitif avec des modes de production qui n'ont rien à voir
avec la typologie française. La ferme moyenne, par exemple, laitière à 60-70 vaches. Vous allez aux États-Unis, vous allez dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, on parle en milliers ou en dizaines de milliers de bêtes, donc on n'a rien à voir. Et en plus de ça, même en France, des fois, on nous reproche que notre taille elle serait trop grande. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses en place. Et aujourd'hui, les jeunes agriculteurs, la FNSEA veut aussi justement redonner de la visibilité pour que demain, on a 160 000 agriculteurs qui vont arriver en retraite d'ici 2030, c'est qu'on renouvelle un maximum parce que ça permettra de garder la diversité et la richesse de notre agriculture, parce que derrière ça, c'est aussi cet enjeu stratégique de cette souveraineté alimentaire. Mais en un mot, vous pensez qu'aujourd'hui, l'Europe est un atout ou plutôt un danger pour la souveraineté alimentaire de la France ? On va avoir en 2024 des élections européennes. Les agriculteurs, en tout cas les FNSEA, est plutôt pro-européen, aujourd'hui on peut pas se passer de ce marché de plus de 400 millions de consommateurs. On a besoin de se fédérer, on a besoin de plus d'Europe, mais on a besoin justement de plus de cohérence et que la norme soit bien la norme européenne et surtout qu'on impose à toutes nos importations, ce qu'on appelle les clauses miroirs, les mêmes exigences qu'on nous impose dans nos champs, dans nos étables. Et là, ça serait du bon sens. Je pense que l'Europe a surtout besoin de bon sens et un peu moins d'idéologie. Et le bon sens, il est là dans nos territoires. Merci beaucoup, Lux Messard, vice-président de la FNSEA, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant pour la suite de Poulain sans réserve. On va parler d'Agnès Firmin-Le Bodo, la ministre de la Santé qui remplace le ministre démissionnaire Aurélien Rousseau. À tout de suite. Oh, mais ça y est, c'est déjà le grand sapin de Noël. Ah non mais pourtant j'ai cru que c'était le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est vrai, 3 montres de luxe, une montre connectée, 3 smartphones, une enceinte connectée, 42 bouteilles de champagne, 10 magnums de champagne, 36 bouteilles de fameux vin de Bordeaux et une télé dernier cri. C'est vrai que ça ressemble quand même à des beaux cadeaux de Noël, sous ça d'une valeur de 20 000 € quand même. C'est ce qu'a reçu la ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le Bodo, qui vient de remplacer Aurélien Rousseau qui a démissionné. Mais on apprend que lorsqu'elle était pharmacienne, elle a reçu de la part d'Urgo, donc c'était plutôt le grand sapin de Noël d'Urgo, 20 000 € de cadeaux de 2015 à 2020 dans le cadre de sa fonction de pharmacienne, et une enquête est en cours. C'est vrai que la DGCCRF, la Direction contre les fraudes, a lancé une enquête en début d'année puisque la firme Urgo a été condamnée à plus d'1 million d'euros d'amende pour avoir offert des cadeaux aux pharmaciens en contrepartie de remises commerciales. C'est 8 000 pharmaciens qui ont profité des largesses du laboratoire. Certains ont reçu jusqu'à 120 000 € de cadeaux. Et pourtant, dès 1993, une loi anti-cadeaux avait été faite pour limiter le pouvoir des lobbies sur les médecins et pharmaciens. On voit bien que derrière, c'est pas la santé publique, c'est la vente de produits qui est là. L'enquête est en cours. La ministre, elle, a dit qu'elle réserverait les échanges qu'elle aura avec les autorités compétentes dans les jours qui viennent. Et il n'y a que l'ouverture d'une enquête par le parquet pour perception non autorisée par un professionnel de santé d'avantages procurés par une personne produisant ou commercialisant des produits sanitaires. Voilà. Alors il y a 8 000, comme je vous le disais, pharmaciens. L'enquête remonte à janvier. Mais avant ça, c'est vrai qu'Agnès Firmin-Le Bodo n'avait pas été prise la main dans le sac, et c'était des pratiques, qui sont là. C'est encore une ministre qui est prise dans une affaire quasiment de conflit d'intérêts, ou du moins de proximité avec les lobbies. On a pris l'habitude avec ce gouvernement, hélas. Voilà, c'est chouette. On peut avoir confiance dans l'industrie de la santé. Et tout de suite, sans transition, on se retrouve pour parler aussi de Noël avec notre invitée. Bonjour Sophie Coine, vous êtes rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler des cadeaux de Noël, là encore, mais surtout de l'inflation. Comment se passent les fêtes pour les Français en cette fin d'année, compte tenu de l'explosion du panier moyen, on va dire, pour les fêtes de Noël et le réveillon? Eh bien, ils ont prévu de se serrer la ceinture et on verra dans quelques semaines leur retour là-dessus. Au niveau des cadeaux pour les enfants, par exemple, le budget a diminué. Ils prévoyaient de dépenser 6% de moins, soit 124 €, quand l'année dernière, ils dépensaient aux alentours de 150 €. Donc oui, se serrer la ceinture, choisir des produits un petit peu moins qualitatifs pour le repas de Noël. Il y
bien important pour eux de ne pas se priver. Néanmoins, faire attention, c'est au cœur des priorités de tout le monde actuellement, oui. Ouais, pourtant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, explique que l'an prochain, c'est bon, ça y est, la crise est derrière nous et l'inflation va être jugulée. On a l'impression qu'il dit ça à peu près tous les 3 mois. Alors, mais sincèrement, oui. on voudrait y croire. Hein. Ouais. Et nos lecteurs à 60 millions de consommateurs aussi voudraient y croire. On a quand même pris 25% d'inflation sur l'alimentaire en 2 ans. Et l'Institut Nielsen avec lequel on travaille à 60 millions prévoit l'année prochaine une hausse encore de 3,5% des prix de l'alimentaire. Ah oui. Donc écoutez, j'espère qu'on fera mentir les Cassandres et que notre ministre aura raison au final. Pour le moment, j'attends de voir. Et est-ce que c'est les produits alimentaires qui sont les plus touchés par l'inflation ou est-ce qu'il y a d'autres postes de dépenses qui ont vraiment explosé ces derniers mois ? Oui, alors les produits alimentaires sont quand même ceux qui ont le plus de visibilité pour les Français. 99% des Français ont vu la hausse des prix cette année. C'est quand même une belle unanimité. Pour pas dire 100%, une belle unanimité, oui. Et actuellement, on nous parle de prix qui commencent à diminuer. Nous, dans le panier inflation qu'on suit depuis 2 ans, il y a un seul produit dont les prix ont diminué, c'est l'huile. Et encore pas l'huile d'olive. Donc, voilà. Alors, beaucoup d'autres produits ont augmenté. Bon, évidemment l'essence, le carburant, mais le prix des hôtels et des vacances. Par exemple, le prix des meubles. Les industriels se sont énormément servis. Ouais. Ils ont profité de cette période d'inflation généralisée pour augmenter leurs profits. Et ça, c'est pas 60 millions de consommateurs qui le dit, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est le FMI, qui ont noté l'un comme l'autre que la moitié des hausses observées par les Français et les Européens sont liées à des augmentations de profits décidées par les industriels et non à des problèmes d'approvisionnement, des problèmes énergétiques qui seraient liés aux différents conflits qui nous entourent actuellement. Qui sont les plus gros profiteurs alors de cette crise inflationniste ? Alors sur l'alimentaire, des gros industriels type Pepsi & Co, type Unilever, Henkel, qui sont vraiment dont on achète énormément de produits. Unilever, ça va être de l'alimentaire, ça va être également des produits d'entretien, des produits corporels. Voilà, ils ont bien profité de la crise. Ils montrent des dividendes records, des bénéfices records, ça faut quand même le noter. Donc ils se sont bien engraissés, oui. Et les distributeurs ont joué le jeu aussi ou ils ont fait des efforts ? Les distributeurs, vous savez, les négociations entre les distributeurs et les industriels ont été avancées, elles vont commencer en février. L'idée, c'est que les négociations puissent aboutir à des prix corrects, on va dire. Ce qu'on sait, nous, en off, c'est que ce soit les industriels sur leur marque de distributeur, les industriels sur leur marque, et les distributeurs sur leur marque de distributeur, leur marque propre, chacun ont décidé qu'il y aurait des augmentations. Donc il y aura de toute façon des augmentations. Il y aura des augmentations, mais des deux côtés. Okay. Mais des deux côtés, y compris dans les marques de distribution, des distributeurs qui, faut le noter, quand même cette année, ont augmenté elles aussi. Mais à quel moment ça va s'arrêter ? Parce que à un moment, les magasins vont être vides. On voit déjà l'explosion des banques alimentaires qui n'arrivent pas à suivre la demande, de gens qui vont au Resto du Cœur ou ailleurs. Vous le disiez, les Français ont réduit leur consommation, le panier moyen. À quel moment on trouve un équilibre et on arrête de vouloir toujours plus augmenter les prix ? Écoutez, tant que les Français achètent... Ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire que c'est un peu un achat contraint, on est obligé de se nourrir. Ils n'ont pas le choix. Vous savez que 14% de la population cette année était en précarité d'achat. 14%, on n'a jamais vu ça.
Donc, précarité d'achat, c'est-à-dire dans l'incapacité d'acheter les produits. Dans l'incapacité d'acheter des produits, des services, voilà, et de devoir complètement se priver. Et là, on parle de familles qui travaillent, on parle de familles qui travaillent, de familles qui sont aussi qui ont plus de difficultés à trouver l'emploi, qu'elles ne puissent pas se nourrir correctement, qu'elles ne puissent pas nourrir leurs enfants, c'est un vrai problème. Les chercheurs en nutrition, les chercheurs qui suivent la façon dont les familles se nourrissent, se rendent compte qu'elles achètent beaucoup moins de fruits et de légumes, c'est un problème, qu'elles achètent beaucoup moins de viande, qu'elles se privent là-dessus. Alors on pourrait se dire, bon, voilà, ils mangent peut-être quand même à leur faim. Oui, mais ça, c'est des problèmes de santé à venir. Et la facture, on finira par la payer. Oui, à la fois sur l'impact de santé, social, sur l'impact de santé, effectivement. Et les problèmes d'intégration aussi, de difficultés pour ces familles qui vont être de plus en plus loin de la société de consommation, parce qu'elle ferme ses portes finalement aux consommateurs. Oui, et c'est très difficile à entendre, puisque on est dans une société où la publicité est faite en permanence autour des nouveaux produits. Du nouveau smartphone, et pour les familles, ça a du sens quand même d'aller chercher des marques, de pouvoir offrir même en alimentaire les bonnes marques à leurs enfants, la bonne marque de soda, la bonne marque de pâte à tartiner. Et donc on peut pas être en permanence dans ce bain de publicité et de nécessité d'acheter des choses dernier cri, et à côté de ça, avoir son pouvoir d'achat qui stagne, au mieux qui stagne cette année. Mais dans les années 60-70, le pouvoir d'achat des Français augmentait de 5-6% tous les ans. On en est très loin. Là, on en est où du pouvoir d'achat des Français ? Alors sur le dernier trimestre, l'INSEE considère qu'il y a eu moins 0,2%. Donc il baisse. Alors une baisse légère ce trimestre-ci. Sur l'ensemble de l'année, ça devrait être en dessous de 1% d'augmentation du pouvoir d'achat, mais évidemment pas pour toutes les classes sociales. Donc il y a des classes sociales qui voient leur pouvoir d'achat vraiment en négatif. Voilà, et d'autres qui en bénéficient plus. Et ça, est-ce que c'est inédit ou est-ce qu'il y a déjà eu un épisode inflationniste un peu similaire dans les dernières années ? Alors, un dernier épisode inflationnaire fort, c'était au moment de la crise des subprimes 2007-2008, où là, effectivement, on a vu de l'inflation, on a vu de la shrinkflation, voilà. Donc, mais une inflation aussi forte avec une augmentation de 25% des prix à la consommation dans l'alimentaire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et quels sont les... On a vu les trimestres anti-inflation mis en place par Bruno Le Maire, c'est passé totalement à côté de la cible et l'objectif. C'était pas suffisant. Oui. Voilà, c'était pas suffisant. Donc là, si vous voulez, il serait bon de taper du poing sur la table de manière à ce que les industriels se calment. Là, les négociations vont arriver. Voilà, on attend des pouvoirs publics qu'ils donnent un cap quand même dans le cadre de ces négociations entre distributeurs et industriels, de manière à limiter au maximum les hausses, parce que c'est plus possible. On va continuer d'en parler avec vous, Sophie Coine. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous parler de votre expérience par rapport à ces prix qui ne font que flamber. On se retrouve dans un instant dans Poulain sans réserve pour continuer de parler de cette fin d'année et du pouvoir d'achat des Français. À tout de suite. Et on continue de parler avec Sophie Coine, rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs, de cette fin d'année, du pouvoir d'achat en berne des Français. On le disait, tous les produits qui ont augmenté, y compris les produits de première nécessité. Et cette négociation avancée à février plutôt que mars entre industriels et distributeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y aura quand même une limitation, même si les hausses ont déjà été annoncées? Est-ce qu'on peut attendre quelques bonnes nouvelles quand même? Écoutez, pas sûr. Pas sûr qu'on ait beaucoup de bonnes nouvelles. Faut pas être dupe quand un distributeur nous dit PepsiCo ou telle marque de soda prévoit une hausse de 7%. Nous, on va essayer de la maintenir à 3%. Bah oui, mais enfin c'est quand même une hausse qui s'installe au-dessus d'autres hausses.
Et puis, il y a également ce jeu entre les distributeurs et les industriels, où les distributeurs diabolisent parfois un petit peu les industriels pour mieux vendre leur propre marque. Et on voit bien que les distributeurs sur leur propre marque ne font pas forcément tous beaucoup d'efforts. Les marques premier prix, ces paquets blancs qu'on trouve en bas de rayon et qui ont été les premières à pâtir de l'inflation quand elle a commencé au moment de la guerre en Ukraine. Ils ont pris 16% cette année. C'est énorme. Voilà. Alors il reste des prix plus petits, mais ils ont quand même augmenté. Mais quand même, enfin, quand on regarde et qu'on vit dans ce pays, l'essence, alors parfois augmente, parfois stagne, mais elle ne fait qu'augmenter sur le long terme. Les taxes aussi augmentent, les produits de consommation augmentent, les péages vont aussi augmenter malgré les annonces de Clément Beaune. Enfin, à un moment, il va y avoir quand même un vrai problème qui va se poser entre ce que dit le ministre de l'économie, croyant que ce qu'il dit est parole de vérité et que les Français ne s'appauvrissent pas, et les Français qui voient bien qu'ils s'appauvrissent quand même. Oui, alors les allocations ont légèrement augmenté cette année d'1,6%. Les salaires auraient augmenté très légèrement également de 4,5%. Évidemment, tous les Français peuvent pas le voir, puisque tous les Français n'ont pas été augmentés. La crainte, c'est évidemment la frustration qui vient de l'absolue nécessité de vouloir nourrir sa famille et de vouloir consommer à minima correctement, pouvoir emmener ses enfants en vacances. Bon, ça, il y a des Français qui ont renoncé cet été. Ouais, enfin, on a l'impression que tout devient progressivement produit de luxe ou difficile. Il faut faire attention. Il faut faire attention tout le temps. Donc, Mais est-ce que, vous êtes en contact avec le ministère de l'économie, est-ce que vous attendez quelque chose de la part des pouvoirs publics là dans les premières semaines de 2024 ou... Comme les négociations vont arriver là dans un mois, juste après Noël, en février, début février, oui, qui est vraiment un coup de frein, une alerte qui soit donnée des pouvoirs publics sur ces négociations-là, ce serait vraiment important. C'est important de le faire, là, maintenant, puisque c'est maintenant que ça se décide pour l'année qui vient. Est-ce que quelque chose est en préparation ? Écoutez, nous, on n'a pas d'infos là-dessus. Ok, donc ce sera peut-être la surprise, parce que on a l'impression qu'on occupe les Français avec des débats politiques, la loi immigration, etc. Mais la chose qui préoccupe premièrement les Français, c'est quand même le pouvoir d'achat. Ah oui, c'est important de revenir aux Français et de les écouter. Nous, on a un service lecteur qui est très fourni, et des lecteurs qui nous font remonter les arnaques auxquelles ils sont confrontés, les difficultés, les cas de shrinkflation. Vous savez, quand on diminue la quantité d'un produit tout en maintenant le prix. Oui, ça c'est une pratique honteuse. C'est-à-dire que les distributeurs font exprès, enfin les industriels, d'avoir le même packaging, mais mettre moins dedans, en fait, en expliquant que le prix reste le même. Il n'explique rien, justement. Oui, il faut bien regarder le poids, en fait, écrit en petit sur le paquet. Alors, en fait, nos lecteurs s'en rendent compte, par exemple, quand ils ont un vieux paquet, puis ils achètent le nouveau pour faire de la recharge, puis tout à coup, ils se rendent compte, par exemple, que la bouteille est moins remplie. Par exemple, l'industriel a mis un fond un petit peu plus important au fond de la bouteille, ou un petit peu plus d'air dans le paquet de chips. Et là, on reçoit des courriers en disant c'est honteux, la dernière crise en date, des biscuits, les Oreos qui auraient moins de crème à l'intérieur, c'est une façon de limiter encore les coûts, d'en donner un petit peu moins pour le même prix. Alors le consommateur paye la même chose. Donc, mais il en a moins dans l'assiette. Oui, sans compter ça, et les changements des recettes aussi. Vous savez, quand on a agroalimentaire, on peut jouer sur les additifs, etc. Remplacer le beurre par de l'huile de palme. Voilà. Alors, il y a un site public, Signal Conso, qui signale les changements de recettes quand les industriels veulent bien être transparents, parce qu'il y a quand même des industriels qui jouent le jeu. Mais ils ne sont pas obligés à la transparence sur les changements de recettes ? Ah non, pas forcément. D'accord. Non. De même que sur le changement de taille des paquets, il n'y a aucune loi pour le moment qui exige que quand on change le volume du contenu,
on doit l'indiquer sur le paquet. Ça, ce sera au consommateur de le découvrir. Mais ça devrait être des lois qui devraient être discutées à l'Assemblée, ça aussi, quand même, dans l'intérêt général. Ah oui, ça. Alors la question de la transparence des industriels, le gouvernement est en train de plancher dessus. En septembre dernier, il y avait eu toute une crise autour de la shrinkflation sur 150 produits, ce qui est vraiment extrêmement faible, soyons clairs. Mais ça avait provoqué une alerte de la ministre Olivia Grégoire, de Bruno Le Maire, qui ont parlé de donner plus de transparence sur ce genre de pratiques, de manière à réconcilier un petit peu les Français avec les industriels, pour que les Français ne se sentent pas arnaqués sur ce point-là précis de la shrinkflation. Mais la shrinkflation, donc cette réduction de contenu, c'est vraiment le sommet immergé de l'iceberg. C'est l'inflation, l'augmentation des prix qui est le plus problématique aujourd'hui. Et là, il n'y a aucune mesure. On parlait des trimestres anti-inflation qui n'ont pas fonctionné parce que trop peu ambitieux. Ils ont quand même permis de maintenir à flot quand même un certain nombre de personnes. Heureusement qu'ils étaient là. Parce que, c'était mieux que rien, on va dire. C'était mieux que rien. Voilà. Maintenant, peut-être que ça aurait pu durer davantage. Moi, j'attends de voir l'année qui vient. Mais quelles seraient les mesures ambitieuses que pourrait mettre en œuvre le gouvernement pour donner un peu d'air aux Français ? Continuer les paniers anti-inflation, négocier avec les industriels de manière à ce qu'ils limitent les augmentations infondées. On parlait aussi des recettes, de ce qu'on trouve dans les produits transformés. Récemment, on a appris que les nitrites étaient interdits dans les croquettes et pâtés pour chats et chiens, mais autorisés dans les charcuteries pour les humains. Comment on en arrive à des législations pareilles ? Alors le cas des nitrites est très complexe. C'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction des nitrites dans la charcuterie humaine, si ce n'est dans les saucisses. Là, normalement, en mars, on devrait commencer à ne plus voir de saucisses avec des nitrites. La charcuterie sans nitrite est difficile à mettre en place d'un point de vue industriel. Ils ont des solutions, mais comme le plan anti-nitrite ne comporte pas de mesures coercitives, c'est à la discrétion des charcutiers. Et hélas, quand le plan anti-nitrite est sorti, donc en mars 2022, la façon dont il a été communiqué, les éléments de langage étaient exactement les mêmes que celui du lobby des charcutiers, donc on s'est interrogé tout de même sur la façon dont ça avait été mis en place. Faut quand même être clair, les autorités sanitaires, elles sont vent debout contre les nitrites. Qui sont soupçonnés d'être des produits cancérogènes. Qui augmentent le risque de cancer du cancer colorectal. 4000 morts par an en France liés à ce type de cancer. C'est quand même beaucoup, et rien n'est fait, comme vous le dites, simplement dans le sens des lobbies, de manière très discrète. Il y a un plan à la discrétion des charcutiers de diminuer, mais nous, sur les étiquettes, on n'a aucun moyen de savoir si la quantité de nitrite d'un jambon nitrité a été diminuée ou pas, puisque la quantité n'apparaît pas sur les étiquettes. Donc pour un consommateur, en dehors d'avoir un journal comme 60 millions, par exemple, qui fait des essais sur du jambon pour vérifier la quantité de nitrite avant-après, il n'y a pas moyen de le savoir en regardant les étiquettes. Quels sont les gros dossiers sur lesquels vous travaillez actuellement aussi pour la défense des consommateurs ? Alors il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de sites internet abusifs. Donc on est sur tous les fronts de l'augmentation des tarifs SNCF. Pendant les fêtes, c'est vrai que là on a des prix assez exceptionnels. Voilà, donc traditionnellement le numéro de janvier, donc qui sort là dans quelques jours, est celui où on dénonce un certain nombre de malversations et d'entreprises qui ont vraiment poussé le bouchon trop loin. Donc, vous saurez là dans quelques jours quelles sont les entreprises qu'on a épinglées et qui méritent vraiment des cartons rouges. Eh bien, merci beaucoup Sophie Cohen d'avoir été notre invitée pour répondre à nos questions sur le pouvoir d'achat des Français. C'était la dernière de l'année de Poulain sans réserve.